Donc on va démarrer cette troisième séance, cette troisième leçon. Donc aujourd'hui, le sujet va porter sur les fullerènes et bon, sur quelques composés dérivés, mais essentiellement sur les fullerènes. Alors tout d'abord, les fullerènes en fait sont des oligomères carbonés dans lesquels tous les carbones sont des carbones, je dirais, planaires, hybridés sp2, et forment des polyèdres dans lesquels on retrouve des formes pentagonales et des formes hexagonales. Et la forme générale des fullerènes, en fait, ça s'approche d'une sphère, en fait, en fonction finalement du degré de condensation du carbone. Ce sont des sphères qui vont être plus ou moins déformées. Mais ce qui est important de retenir dans ces premiers transparents, c'est que finalement, ce sont des formes qui sont étudiées depuis de nombreux siècles, à la fois par les mathématiciens, également du côté des artistes. Juste quelques exemples, en fait. Bon, ce sont des formes, vous voyez, ça ressemble très clairement à un icosaèdre tronqué qui ont été dessinés, en fait, à la fin du XVe siècle par Dürer. Également, ce sont des formes qui ont été dessinées par Léonard de Vinci dans un livre en fait, de mathématiques qui avait été écrit par Luca Pacioli. Donc ce livre s'appelle De Divina Proportione. Donc typiquement, on retrouve ce genre de forme de sphère, en fait, de polyèdres convexes dont l'ensemble des polygones en fait, est réparti en deux familles, essentiellement des hexagones et des pentagones. Et également, vous voyez, dans cette sculpture en fait, que l'on trouve aujourd'hui à la Cité interdite de Pékin, en fait, c'est sous les pattes des lions, on trouve des sphères, et à nouveau, ce que l'on voit, c'est que, eh bien, pour arriver à faire une sphère à partir de polygones, eh bien, il faut coupler des pentagones et des hexagones. Et tout ça, cette construction, cette topologie, en fait, géométrique est en accord finalement avec le théorème d'Euler, qui est en fait une relation mathématique qui relie finalement le nombre de faces, le nombre de sommets, le nombre d'arêtes d'un polyèdre. Ça, ce sont des polyèdres, je dirais les solides de Platon, ce sont tous des polyèdres convexes. Et en fait, c'est une règle qui s'applique essentiellement pour les polyèdres de genre 0. En fait, vous pouvez le vérifier très facilement, par exemple, pour le cube. Donc, il y a bien 6 faces, 8 sommets, 12 arêtes, et ça, donc 6 plus 8 égale 8 et 6, 14, 12 plus 2 égale 14, vous voyez, donc c'est tout à fait vérifié. Alors, ce qu'avait dit en fait Euler, en fait, c'est un théorème qui est plus largement connu sous le nom du théorème d'Euler-Descartes. C'est lorsque l'on veut recouvrir une sphère par un polyèdre fermé, on doit avoir 12 faces pentagonales et un nombre quelconque de faces hexagonales de 0 à n. Et donc ça peut se démontrer très facilement avec justement la relation d'Euler. Si je décris mon système comme formé de P pentagones et que j'ai F faces au total, donc le nombre de faces hexagonales va être F moins P. Et maintenant, si je fais une série de deux équations, en fait, chaque arête est commune à deux faces, donc je trouve en fait très facilement cette équation-là, et chaque sommet, lui, est commun à trois faces. Donc je retrouve cette équation-là, et maintenant je choisis un nombre de faces donné, égal ou supérieur à 12, et je vais trouver dans tous les cas qu'il faut au moins 12 faces pentagonales et un nombre quelconque de faces hexagonales pour finalement obtenir un polyèdre fermé qui puisse en fait se rapprocher de la sphère. Alors l'exemple limite, c'est le dodécaèdre, où cette fois-ci le nombre de faces hexagonales est égal à 0, et je n'ai que 12 faces pentagonales pour créer finalement mon polyèdre. Alors si je reviens sur les fullerènes, en fait, le plus connu, c'est celui qui est un polymère en fait, où il y a 60 atomes de carbone. Il est obtenu à partir d'un icosaèdre, vous voyez, que l'on tronque. Chacun des sommets va être tronqué, et donc ça va donner naissance à un certain nombre de pentagones, également 12 pentagones, puisqu'il y a 12 sommets dans cet icosaèdre. Et donc on va obtenir un icosaèdre tronqué qui ressemble, vous voyez, au niveau donc finalement à un ballon de football à panneau. Alors il y aura 60 sommets, 20 hexagones et 12 pentagones. Donc ça, c'est le motif, je dirais, le plus connu des fullerènes, celui qu'on appelle le C60, parce qu'il finalement
il y a 60 sommets, à chaque sommet, il y a un atome de carbone. Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur les fullérenes et comment ils ont été découverts? Enfin, je vous rappelle ce que je vous disais dans la première leçon, c'est que finalement, le carbone a été généré par des réactions dans nucléosynthèse à partir donc de combinaisons, ce qu'on appelle les combinaisons triple alpha, où en fait, 3 atomes d'hélium réagissent pour former un atome de carbone. Et ces synthèses de carbone sont essentiellement centrées sur les étoiles géantes rouges, hein, qui sont des étoiles de très très grand volume, hein, des tailles, je dirais, au minimum 1,5 fois plus grosses que le Soleil. Donc ça, c'en est une qui est très connue, Betelgeuse, hein, qui fait partie de la constellation d'Orion. Elle est à peu près à 500 années-lumière. Hein. Et donc, pour revenir sur la production donc, du carbone par nucléosynthèse à des températures très élevées, ce qui avait été trouvé en fait dans les années 80 par spectroscopie, c'est qu'au niveau de la spectroscopie, dans les nuages de gaz de ces étoiles géantes, on observe en fait des molécules carbonées, des oligomères, qui sont analogues à des chaînes CN. Donc l'idée à ce moment-là, dans les années 80, c'était, pour les chercheurs, c'était de se dire on va essayer de retrouver des conditions en laboratoire qui permettent finalement de recréer ces molécules et puis donc, je dirais par essai-erreur, essayer d'avancer dans la meilleure compréhension en fait, de ces phénomènes. Donc en fait, les conditions qui ont été... Pardon. Ok. Les conditions qui ont été trouvées en laboratoire, en fait, c'est essentiellement par Harry Kroto, Richard Kurd et Smalley. Donc, pour essayer donc, justement d'obtenir ces condensations d'atomes de carbone, ils ont en fait vaporisé une cible de graphite par laser dans une enceinte remplie d'hélium. Donc à l'époque, 85, je vais vous faire un petit peu l'historique, la première information et l'unique, c'était d'observer que grâce en fait, à ces dispositifs, en effet, ils obtenaient des polymères de carbone, et par spectro de masse, ils voyaient que finalement, ils avaient une masse qui signait à 720, et quand on divise ça par 12, eh bien, on trouve un nombre de carbone égal à 60. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'était le seul élément qui existait en 1985. Et à l'époque, les quantités finalement synthétisées étaient trop faibles pour faire des caractérisations, je dirais, à un niveau relativement avancé, à un niveau correct. Et donc, l'hypothèse qui était audacieuse, c'est de se dire, bon, finalement, ce système de 60 carbones équivalents, eh bien, ils ont proposé à l'époque, finalement, ce type de structure, hein, en icosaèdre tronqué, donc chacun des sommets est occupé par un atome de carbone. Donc, c'était vraiment une hypothèse très audacieuse sur le nombre de données qui existaient à l'époque. Et évidemment, il y a eu pas mal de controverses et le monde scientifique était très sceptique. Alors après, on se demande d'où viennent les sources d'inspiration. Alors, j'en vois au moins 2, en fait. Alors, il y en a une qui me paraît assez évidente. Vous voyez, ça, vous retrouvez Richard Smalley, Robert Kurl et Harold Kroto, et avec sans doute deux postdoctorants ou 2 étudiants à l'époque. Et donc, il y a une première source d'inspiration qui paraît évidente, c'est au moment des loisirs. Au moment des loisirs, des fois, la créativité, justement, peut s'exprimer. Mais il y en a une seconde, au moins celle-ci, c'est celle qui a été annoncée parce qu'elle est beaucoup plus, je dirais, polissée, beaucoup plus jolie, c'est celle-ci. C'est en fait, en visitant l'exposition de Montréal en 1967, que, vous voyez, le pavillon USA, en fait, c'est un dôme, en fait, constitué à nouveau d'ensemble d'hexagones et de pentagones. Et c'est une biosphère qui a été construite par un architecte qui s'appelle Buckminster Fuller. Et donc, en fait, c'est en visitant ce pavillon, pas en 67, mais dans les années 80-85, que l'inspiration est venue, en particulier, c'est ce que disait Harry Kroto. Alors ensuite, après 85 et cette proposition, je dirais, un peu osée, un peu audacieuse, eh bien, il y a un certain nombre d'équipes qui se sont mis au niveau de la recherche à essayer de produire des quantités beaucoup plus importantes, finalement, de composés C60 pour pouvoir les caractériser. En particulier, il y a 2 personnes, en fait, deux professeurs, Wolfgang Krachmer et Donald Huffman, bon, l'un en Allemagne, l'autre
aux États-Unis, mais c'était une collaboration qui ont, vous voyez, créé en fait une machine qui permette, via en fait, dans un milieu d'hélium, en utilisant 2 électrodes et un arc électrique finalement, de créer finalement des composés CN. Hein. Et donc cette réaction produit une suie qu'on peut laver, extraire par du toluène, etc., et obtenir finalement des composés solides. Et alors, donc ça c'est typiquement les années 90, vous voyez. Et quand vous faites l'analyse de la bibliographie des années 90, il y a 3 ou 4 articles, dont 2 par cette équipe-là, qui, en fait, essentiellement, les premiers travaux, c'était centré sur la diffraction des rayons X et sur l'infrarouge, et puis également par l'équipe associée à Croteau. Et donc, tout ce petit monde-là, je dirais, il y a une petite compétition où les gens se sont un peu bousculés. Alors, si on regarde un peu le principe de ce genre de réaction, eh bien, on ne peut pas éviter, ça nous rappelle très clairement l'expérience de Berthelot qui avait été faite, hein, donc un arc électrique avec des électrodes de carbone. Donc, clairement, c'était en 1862, et à l'époque, bon, il était en milieu hydrogène, et donc l'hydrogène lui a permis de découvrir l'acétylène. Alors, pourquoi n'a-t-il pas tenté l'hélium? Bon, j'en sais rien. La seule chose, c'est que l'hélium n'existait pas à l'époque. Il a été découvert 6 ans après, en 1868, justement par un astronome en analysant finalement également des données venant du Soleil. Hein. Donc si je continue en fait cet aspect sur la purification et caractérisation des systèmes, vous voyez qu'entre l'œuvre de Berthelot et 128 ans après, vous voyez le genre de machine qui a été construite, qui était quand même relativement performante. Ça n'avait plus rien à voir avec l'œuvre de Berthelot. Et donc là, les quantités de produits obtenus étaient assez conséquentes. Et après purification, il y avait des quantités suffisantes pour faire pour utiliser des méthodes de caractérisation comme la diffraction, la RMN, la spectrométrie de masse, etc., etc. En particulier, si on regarde du côté de la RMN, eh bien, on voit pour le C60, ce qui était le C60, on voit un seul pic de carbone unique, c'est-à-dire que tous les carbones sont totalement équivalents. Hein, et en plus, ils signent dans une fenêtre spectrale de déplacement chimique, je ne rentre pas dans ce genre de détails, qui correspond bien à des carbones qui sont tous, je dirais, sp2. Alors quand on isole un autre composé qui est dans le mélange, qui est le C70, eh bien, à nouveau, on voit que tous les carbones signent dans la même zone des carbones sp2, avec des différences simplement parce que dans cette structure-là, tous les carbones ne seront pas, eux, équivalents. Donc l'hypothèse audacieuse, clairement, grâce aux rayons X, grâce à la RMN, grâce à un ensemble de données, est largement confirmée. Et donc ces objets-là, on commence à leur donner des noms, le buckyball, le fullerène finalement, ou le footballène, vous voyez, parce que clairement, il y a une analogie avec finalement ces ballons de football à panneaux que l'on connaît bien. Et donc tout ça, ça aboutit sur un prix Nobel de chimie en 1996, qui a été décerné aux trois auteurs, en fait, qui avaient postulé l'hypothèse audacieuse. Les gens qui ont caractérisé, qui ont une contribution très importante. De toute façon, pour un prix Nobel, il n'y a que 3 personnes, donc il ne pouvait pas être 5. Hein, donc il est clair que 96, vous voyez, donc c'est un travail, pas de toute une vie, mais un travail assez long, sur un grand nombre d'années. Hein. Et justement, puisqu'on est en train de parler de fullerène avec des formes, je dirais, de ballons de football, je voudrais simplement faire une petite digression sur les problèmes de notre société à l'heure actuelle. Vous voyez, ça c'est 3, je dirais, c'est un peu l'élite du moment dans un domaine, 3 personnes, ils sont plutôt jeunes, et ils ont un prix Nobel. Magnifique, le prix Nobel. Combien obtient-on pour un prix Nobel? Quel est le montant d'un prix Nobel? Vous savez ça? Oui. 880 000 € pour 3. Une année de travail, une vie de travail. Hein. Bon, voilà. Donc on est dans une société qui est quand même très bizarre. Transfert d'un footballeur, aujourd'hui c'est 100 millions d'euros. Salaire d'un footballeur, ah bon, bien sûr, mais ces gens-là ne sont pas des mauvais. Hein, entre 20 et 75 millions d'euros par an. Bon, voilà, ça nous vous dit un petit peu, c'est que toutes les personnes qui travaillent, en fait, pour une certaine progression de la science ne sont pas forcément considérées à leur niveau et que, finalement, les jeux du cirque ont de tout temps pris beaucoup plus d'importance. Hein.
Donc après cette digression, je continuerai en fait sur les aspects chimiques, en fait sur les fullérenes. Donc le plus petit, c'est un dodécaédrane, en fait, vous voyez, il est en C20. On peut l'isoler, mais à condition qu'il soit hydrogéné, parce que non hydrogéné jusqu'à maintenant, il n'est pas stable. On peut obtenir en fait cette empreinte en C20, donc avec 20 atomes de carbone, simplement en partant de ce composé hydrogéné, en substituant les hydrogènes par des bromes. Et ce composé traité dans le spectro de masse, et bien à ce moment-là, il génère en fait des pics en fait, qui correspondent à un composé en C20. Alors c'est une très grande famille, vous voyez, de composés, de polymères du carbone, en fait, qui vont, bon là, N est toujours pair, et vous retrouvez dans tous ces systèmes-là un certain nombre d'hexagones et au minimum 12 pentagones, donc c'est 60, c'est 70, 76, 78, 86, 90, c'est 100. Alors évidemment, bon, je vous ai dit c'était des sphères plus ou moins déformées. Et puis l'un des plus gros connus à ce jour, c'est celui qui a 540 atomes, donc toujours 12 pentagones et 260 hexagones. Alors dans la nature, bon, ça c'est le C540, dans la nature, eh bien, si vous observez en fait les structures de certaines algues phytoplanctoniques, les radiolaires, la couverture de l'algue, la protection de l'algue, c'est ce qu'on appelle une frustule. En général, c'est de la silice, mais quand vous regardez la géométrie, en fait, comment, en fait, à partir de maillons et de motifs de polygones, en fait, on atteint en fait la formation de cette sphère, à nouveau, finalement, on retrouve des formes analogues à celles que l'on trouve dans les fullérenes. Alors voici une photo, et simplement, je veux marquer le fait que vous voyez à nouveau, eh bien, pour obtenir une sphère, pour recouvrir une sphère, il faut absolument que vous ayez un minimum de 12 pentagones. Et là, je vous en montre simplement un qui a été un petit peu plus pointé, je dirais, pointé du doigt. Donc la nature, depuis longtemps, s'est jouée avec cette chimie, justement, des formes. Alors à partir du moment où les chimistes, vous leur donnez un objet sphérique, avec des carbones qui présentent quand même une certaine réactivité, c'est sûr que vous ouvrez un terrain de jeu qui est énorme. Hein? Donc ça, dès que vous donnez un objet sphérique, eh bien, vous pouvez modifier sa fonctionnalité, modifier sa surface, commencer à faire des empilements ou d'autres types de jeux. Hein. Et donc, en fait, il y a eu énormément de travaux sur les fullérenes, je dirais typiquement entre les années 90 et les années, je dirais, 2005 à peu près. Et à partir de 2005, eh bien, on a vu arriver les nanotubes de carbone en force, puis le graphène, avec des potentialités d'application beaucoup plus marquées que dans le cas des fullérenes. Et toute une partie de ces chimistes, en fait, qui ont énormément travaillé sur les fullérenes, se sont déplacés finalement au niveau de leur recherche vers ces autres composés carbonés que j'illustrerai en fait dans mes prochains cours. Donc si je regarde maintenant le fullérène, en fait il y a deux distances carbone-carbone. L'hybridation moyenne, vous voyez, c'est une hybridation qui n'est pas tout à fait sp2, simplement parce qu'il y a une courbure et que cette courbure, elle va un peu, vous voyez, sur les orbitales, ça va un petit peu diminuer la délocalisation électronique. Et donc, le comportement en fait, des fullérenes, c'est typiquement le comportement d'une double liaison, d'un alcène, appauvri en électrons, et donc je vais pouvoir faire réagir des nucléophiles, des bases, des agents de réducteurs, des radicaux, des carbènes, faire des réactions de cycloaddition, etc., etc. Donc en fait, là j'ai un potentiel pour la chimie organique qui est énorme, et c'est ce qu'ont utilisé la plupart des collègues pendant, je dirais, un certain nombre d'années. Donc vous avez, si on essaye de faire les choses, de découper les choses de façon la plus simple, vous avez en fait autour des pentagones, vous voyez, des liaisons plutôt, avec un caractère plutôt liaison simple, et dans les hexagones, en fait, vous avez des liaisons doubles. Et donc, en fait, de nombreuses réactions de couplage ou d'interaction vont se faire justement sur ces liaisons doubles en prenant à partie finalement ces parties hexagonales, ces zones hexagonales. Alors, pour ceux qui seraient intéressés pour aller plus loin, il y a un livre qui résume vraiment la chimie organique des fullérenes. C'est un livre, bon, l'un des auteurs, c'est quelqu'un qui a énormément marqué le terrain, c'est Andreas Hirsch. Et donc, c'est un livre relativement récent de 2004. Je vous donne simplement les références en passant, si ça vous intéresse vraiment d'aller à fond dans les aspects chimie organique des fullérenes. Je vais juste tracer, en fait, en quelques transparents, les exemples que je trouve les plus
significatif. Alors évidemment, vous avez des doubles liaisons conjuguées, donc vous pouvez faire pas mal de réactions de cycloaddition. Les plus classiques, ce sont les réactions de type Diels-Alder ou des réactions de couplage 2+2. Hein. Ça peut être activé thermiquement ou photochimiquement pour faire donc des réactions entre objets, entre fullérenes. Mais ces réactions-là, vous allez voir, vont pouvoir être également utilisées pour fonctionnaliser finalement un monofullérène. Alors cette fameuse boule, eh bien, forcément, les fonctionnalisations passent finalement par l'interaction avec certaines liaisons et par l'ouverture finalement du système fullérène, l'ouverture de certaines doubles liaisons. Et donc on peut former par ouverture des cycles à 3, 4, 5, 6 également. Non, c'était 5, là j'ai fait une petite erreur. 5, 6, on peut vraiment obtenir différents types de fonctionnalités. Alors je vais juste vous en montrer quelques-unes. En fait, c'est une réaction, ça c'est une réaction qui a été mise au point par Hirsch. C'est l'ouverture de la cage en fait par une double addition finalement d'azide sur C60. Hein. Donc un azide c'est cette molécule-là, vous voyez. Et donc quand vous avez un substituant R ici qui peut être un proton ou à peu près n'importe quel radical, n'importe quel groupe organique. Et donc lorsque vous avez un système qui est protoné, eh bien globalement, vous allez vers l'ouverture, par une biaddition, vers l'ouverture d'un petit trou dans le fullérène. Et lorsque vous commencez à mettre des groupements substitués plus gros sur les atomes d'azote, à ce moment-là, la biaddition vous ouvre finalement, je dirais, un orifice, un trou plus gros. Alors, au niveau des réactions, je vais vous en citer que 2 ou 3, je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Donc, il y a une réaction qui est assez classique, c'est la réaction qui a été, je dirais, établie par Fred Woodall, qui maintenant, je pense qu'il est à Santa Barbara. Et donc, en fait, c'est une réaction où il y a une cycloaddition dipolaire 1,3 du diazométhane, hein, suivie en fait ensuite d'une élimination d'azote. Donc, d'abord, vous avez une cycloaddition dipolaire 1,3 de ce diazométhane, et ensuite, vous avez élimination de l'azote pour former en fait finalement ces cycles-là. Hein. Donc, ça, c'est la réaction de Woodall. La réaction de Prato, en fait, c'est une réaction qui vous permet, vous voyez, d'aller vers des cycles à 5. Alors, en fait, c'est une réaction en 2 étapes. Vous avez d'abord la réaction d'un acide aminé qui s'appelle la sarcosine. Ça n'a rien à voir avec qui vous savez. Hein. Ceci dit, la sarcosine est éliminée au premier tour. Là, hein. Donc, vous avez la réaction entre la sarcosine et le paraformaldéhyde qui forme justement cet azométhynylide qui ensuite réagit via une cycloaddition dipolaire 3,2 pour former ce cycle à 5. Et ça, c'est très, très, très souvent utilisé dans le domaine des matériaux, justement, pour fonctionnaliser ces fullérènes avec des fonctions très variées. Je vais vous montrer un certain nombre d'exemples. Dernier exemple de réaction, celle-ci, je la trouve assez jolie, c'est la réaction de Bingle. En fait, c'est une double réaction. Hein. Ici, vous voyez, vous avez un bêta-cétoester double. Bon, ce qu'il faut voir ici, c'est que vous avez un proton qui est ici, mais qui est très acide. Donc, en présence de base, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un anion ici sur ce carbone. Et donc, cet anion va attaquer finalement une des doubles liaisons des cycles à 6. Et en fait, ça va être une réaction en cascade. Ça va attaquer, ça va pousser les doubles liaisons pi qui vont relibérer le brome. Et vous allez obtenir ce genre de fixation. Mais dans un deuxième temps, si vous chauffez le système par une réaction de cycloaddition 4+2, typiquement du Diels-Alder, dans lequel le diénophile, c'est le fullérène, eh bien, vous allez finalement, vous voyez, faire cette espèce de panier avec 2 oreilles. Et ça se fait très facilement en 2 étapes. Donc, c'est simplement pour vous montrer que les chimistes organiciens, et puis il y en a bien d'autres, hein, savent très très bien manipuler ce genre d'objets avec un très joli contrôle. Alors voici des objets qui ont été faits, vous voyez, donc ici il y a le fullérène, là vous avez une réaction de Prato avec des substituants pyridine, on va les complexer un zinc sur une porphyrine, un lien avec du bore, un deuxième zinc sur une porphyrine, ici pareil, une réaction avec un ligand bipi sur le platine, bon. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais vous voyez, à partir de là, on commence à augmenter la complexité des objets. Et c'est une histoire, je dirais, sans fin, parce qu'on peut vraiment faire, en fait, aujourd'hui, quasiment du fullérène sur mesure. Alors, évidemment, lorsqu'on a un objet sphérique comme ça,
bah, les chimistes, tout de suite, ils se disent, bah, indépendamment de la fonctionnalisation de surface, qu'est-ce que je peux en faire? C'est un superbe ballon, eh bien, on va le mettre dans la cage. Hein. Et donc, il y a énormément de travaux qui ont démarré, je dirais, dans une deuxième étape au niveau de l'histoire. Hein. Ça, ce sont plutôt des travaux qui ont démarré, je dirais, au fin 90, début 2000. Hein, donc, une fois que l'essentiel de la chimie des fullérenes avait été très très bien avancé. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va utiliser, le fullérène, vous voyez, c'est un système pi, avec tous ces électrons provenant des carbones sp2. Et donc, on va utiliser finalement des interactions entre des barreaux chimiques, que je vais vous montrer dans quelques instants, qui vont pouvoir interagir par des interactions pi-pi avec le fullérène. Et puis, je vais fermer la cage. On va fermer les cages avec ici, en jouant sur les choix de ligands, et puis un cation métallique bien choisi ou un cluster de telle façon à fermer le système. Hein. Et donc, tout ça, ça se fait relativement facilement dans des conditions douces. Alors, évidemment, si je joue sur des sollicitations de pH, de force ionique ou de la température, eh bien, je vais, je dirais, relâcher finalement les cadenas de la cage et pouvoir faire du relargage contrôlé de fullérène. Quelques exemples, simplement pour illustrer. Ici, vous avez un fullérène qui est encagé, en fait, dans ces systèmes à base d'anthracène. Alors, donc, les interactions entre le système pi du fullérène et de l'anthracène, elles sont évidentes. Ces anthracènes, on les a fonctionnalisés, vous voyez, avec une fonction bispyridine ici. Et à partir du moment où on choisit un métal du type argent ou mercure, je dirais, monovalent, eh bien, ces systèmes-là ont tendance à former des enchaînements linéaires. Donc, j'ai un couplage direct et une fermeture des deux côtés. Ici, deuxième exemple, à nouveau, eh bien, là, c'est ce que vous voyez en vert, ce ne sont pas des anthracènes, mais ce sont également des systèmes conjugués, ce sont des systèmes à base de périlène. Et donc, vous avez des interactions entre le ballon, je dirais, entre le fullérène et les systèmes aromatiques. Et puis, vous avez les cadenas ici. Et ici, les cadenas, c'est simplement un ligand azoté qu'on appelle bipyridine, qui a une très bonne affinité pour le fer2. Bon, un autre exemple, à nouveau, voilà, c'est du fer2 avec un petit peu plus complexe. À nouveau, vous retrouvez finalement, quand vous faites l'analyse de tous ces travaux-là, vous retrouvez finalement la même démarche et la même façon d'opérer, avec évidemment des variantes en fonction de la liaison chimique, en fonction de comment on joue sur les interactions entre le fullérène et les maillons carbonés. Donc ça, c'est un autre exemple, vous voyez, où ici, je vais avoir un système qui peut subir une certaine torsion, mais dans lequel, en fait, j'ai beaucoup de noyaux aromatiques qui vont demander qu'une seule chose, c'est aller interagir avec le fullérène. Et puis, en bout de ligand, en bout de fonctionnalité, je positionne deux atomes d'azote qui vont interagir avec de l'argent monovalent pour fermer finalement la cage. Hein. Donc, c'est à nouveau le même principe. Et un dernier exemple de ce qu'on peut faire, et il y en a bien d'autres, hein, je ne veux pas non plus vous en montrer 500, eh bien, ici, vous avez en fait un intérieur qui est fortement hydrophobe et aromatique à l'intérieur de la cage, mais à l'extrémité, ces extrémités sont plutôt hydrophiles. D'accord? Donc, ce qui veut dire que le fullérène va aller interagir à l'intérieur de la cage pour des raisons simples d'affinité, et puis que les deux couvercles vont se refermer par des interactions hydrophiles. En particulier, vous voyez ici, il y a un potentiel évident de liaison hydrogène entre ces groupements NH et ces groupements carbonyles. Et donc, vous allez pouvoir finalement enfermer avec une double coque le fullérène. Alors, évidemment, eh bien, on peut également, une fois qu'on a mis l'oiseau dans la cage, c'est le cas de le dire, on peut finalement le libérer, hein, soit en modifiant le pH du système, c'est-à-dire en mettant en compétition avec les liaisons hydrogène finalement des protons. Et à ce moment-là, eh bien, on joue sur les affinités, on affaiblit certaines affinités. Ici, on peut faire simplement une modification de l'état de réduction, de valence du métal, simplement parce que les capacités d'association avec les ligands pyridines sont très différentes entre l'argent 1 et l'argent 2, ça c'est assez connu.
On peut simplement mettre un coup de lampe, un coup de lumière, et donc on va réduire l'argent 1 en argent 2, ou bien simplement par lavage avec des solvants. Donc vous voyez, il y a toute une chimie qui s'est développée autour des fullerenes, déjà en tant que quantité isolée, et sur laquelle on arrive à fonctionnaliser à peu près n'importe quoi aujourd'hui, et également à faire des associations plus complexes justement, typiquement supramoléculaires, avec des ligands choisis. Alors la question c'est, bon, on a une superbe sphère, est-ce que l'on peut la remplir? Alors évidemment, on peut la remplir de différentes méthodes. En fait, une des premières méthodes qui avait été envisagée, c'était justement d'utiliser le fullerène pour le stockage de l'hydrogène. Mais oui, c'est possible, mais ça coûte énormément, je dirais, au niveau énergétique. En fait, il faut faire ouvrir la cage avec un composé à très large ouverture, et ça demande 3 étapes de chimie. Et ensuite, sous température et surtout sous pression, on arrive à rentrer en fait, l'équivalent d'une molécule d'hydrogène. Donc c'est très joli au niveau scientifique d'arriver à faire ça. Ensuite, bon, si on vise des propriétés, c'est beaucoup moins intéressant. Bon, ça, je passe, ce sont les étapes coûteuses en fait, pour aller justement ouvrir la cage du fullerène à la bonne taille. Alors, il y a d'autres méthodes en fait, pour faire des composés en fait, endoédriques, donc pour insérer à l'intérieur des fullerènes d'autres systèmes. Alors, soit par coévaporation de graphite, en fait, au moment de la synthèse, eh bien, on coévapore finalement un sel, en particulier porteur d'un cation qui peut être une terre rare. Et à ce moment-là, eh bien, au moment de la synthèse, c'est-à-dire au lieu d'ouvrir le système, eh bien, on fait une synthèse, comme on dit, en one pot, et donc on inclut directement la terre rare à l'intérieur. De même, en fait, de l'hélium au sein de ces 60, ce sont des objets qui ont été caractérisés, et ça se trouve, parce que ce sont des formations spontanées que l'on trouve en fait également dans les géantes rouges. Alors on peut, vous voyez, fonctionnaliser l'intérieur, mais également fonctionnaliser l'extérieur, donc avoir des systèmes où on va modifier finalement les propriétés intrinsèques du fullerène, en particulier on va pouvoir le rendre conducteur, supraconducteur, vous allez voir, et puis on peut toujours jouer sur la chimie organique de surface pour aller accrocher ce genre d'objet à peu près sur n'importe quoi, je dirais. Alors les insertions, voilà un exemple d'autres insertions endoédriques. Et là, vous voyez, c'est une insertion un peu plus complexe. Au sein de la cage fullerène, on a inséré dans ce cas-là 3 atomes de scandium, 1 atome d'azote, vous voyez. Donc ça, ce sont des objets qui vont être paramagnétiques. Au moment de l'insertion, vous avez un ajout d'électrons dans le système. Et ça se caractérise, bon, ça, ce sont des structures soit modélisées, soit obtenues par rayons X. Mais ça se caractérise très bien, puisque vous avez un électron qui va se trouver sur un carbone, et puis qui va aller par des visiter, je dirais, pour parler simplement, visiter les atomes voisins, qui eux-mêmes ont des spins, donc des spins nucléaires, et donc cet électron va se coupler en fait avec ces atomes voisins, et ça va vous donner des patterns en résonance paramagnétique électronique, vous voyez, ces espèces d'oscillations qui correspondent chacune à une transition. Et donc le nombre de raies, il y a une relation directe, je dirais, entre le nombre de raies, le spin et le nombre de noyaux couplés. Parce que là, il y a également l'azote qui pourrait se coupler, mais comme le couplage de l'azote est plus petit que les autres, il est pris dans la largeur de raie, ce qui finalement simplifie quand même un petit peu les données spectrales. Donc ce sont des objets qui ont été, je dirais, vus un peu sous toutes les coutures, caractérisés également sous toutes les coutures. Alors évidemment, je vous parlais d'objets sphériques, donc à partir du moment où on a des sphères, la question que l'on se pose derrière, c'est justement, eh bien, ces sphères, on va essayer de voir si on ne peut pas en faire des paquets, les empaqueter pour faire des structures. Alors ça, naturellement, ça existe, puisque il y a des cristaux en fait de fullerène qui s'appellent les fullérites. Ce sont des solides moléculaires dans lesquels vous avez un empilement des sphères de fullerène qui est en fait un empilement cubique à face centrée. Donc ça existe, vous voyez, ce sont des cristaux de ce type, là c'est du C60. Ça c'est une microscopie électronique à balayage de ce type de cristaux. Donc à l'état solide, eh bien, les fullerènes en fait forment des structures, s'empaquettent. C'est un objet moléculaire, mais
à partir d'objets moléculaires, on peut également créer des cristaux qui s'empaquettent, puisque ce sont des systèmes parfaitement calibrés, eh bien, forcément, on obtient des structures bien organisées. Et l'une des caractéristiques de l'empilement, par exemple, des oranges, c'est de faire facilement des structures cubiques face centrées. Et c'est ce que l'on obtient avec ces fameux fullérenes. Donc, en fait, quand vous regardez la structure cubique face centrée de ces fullérenes, en fait, vous vous apercevez qu'il y a pas mal de vide. La partie organique carbone n'utilise que 66% du volume. Et donc, cet empilement génère, en fait, dans ces interstices, des sites octaédriques. Il y en a un par C60, ou deux tétraédriques par C60. Donc, a priori, le chimiste, dès qu'il y a des trous, dès qu'il y a des possibilités d'insertion, eh bien, il peut développer toute une chimie également, en combinant ces empilements de sphères et en insérant d'autres types d'entités chimiques. Alors, des composés d'insertion, je dirais que pratiquement n'importe quel atome du tableau périodique pourrait être inséré dans les fullérides. Ce que l'on trouve essentiellement au niveau de l'insertion, dans les études, c'est quand même beaucoup d'alcalins, des alcalinotéreux en particulier, qui donnent des structures de ce type, vous voyez, donc avec en moyenne par C60 un site occupé, 2 sites occupés ou 3 sites occupés, ce qui correspond finalement aux 3 sites étant le maximum des possibilités. Parce que ça veut dire que j'occupe un site tétra et deux sites tétra et un site octaédrique. Donc ça, ce sont des structures qui ont été développées par un certain nombre d'équipes. Alors au niveau donc des propriétés électroniques, en fait, lorsqu'on regarde un fullérène et qu'on développe finalement les orbitales en suivant une modélisation assez simple basée sur la théorie de Hückel, eh bien on voit que c'est un système où, avec le nombre d'électrons du C60, toutes les orbitales sont pleines, et globalement, ça revient à un système qui va être un isolant ou un semi-conducteur. L'écart entre la dernière orbitale occupée et la première vide, en fait, c'est ce qu'on appelle le gap, eh bien, vous voyez, c'est quand même un petit gap, c'est 1,6 eV. Donc, mais 1,6 eV, ça suffit pour que le matériau ne soit pas un bon conducteur, déjà. Par contre, il y a toujours des défauts dans les fullérènes, il y a des défauts intrinsèques associés à l'oxygène, qui créent maintenant un niveau d'énergie près de la bande de conduction, en fait, avec des énergies d'activation, vous voyez, de très faibles, de l'ordre de 0,1 à 0,3 eV. Et typiquement, la plupart des fullérènes sont des semi-conducteurs donneurs d'électrons, des semi-conducteurs de type N. Alors, lorsque l'on peut modifier finalement les structures de fullérène en insérant, par exemple, des cations ou des métaux alcalins ou alcalinotéreux, eh bien, cette insertion, dans du carbone, on le sait, quand on insère des systèmes, eh bien, il y a une compensation de charge, ce qui veut dire qu'on va fournir des électrons au système, et ce qui veut dire qu'on va commencer à remplir finalement les bandes électroniques. Et donc, ce remplissage va entraîner, vous voyez, on part donc d'un semi-conducteur d'EPN à cause des défauts d'oxygène. Lorsque on introduit en fait des cations et qu'il y a une compensation, il y a un transfert d'électrons, et bien à ce moment-là, on commence à avoir apparition en fonction du taux de remplissage d'un caractère métallique, puisque je vais avoir la bande du dessus va être partiellement remplie, mais je vais avoir tout cet espace-là pour pouvoir délocaliser mes électrons, ou bien des systèmes, voire même supraconducteurs. Et ça, c'est ce qui avait été trouvé, vous voyez, par une équipe à Bell Labs, en fait, essentiellement. L'essentiel du travail avait été, je dirais, dirigé par Robert Haddon, qui a trouvé que finalement, les composés d'insertion des C60, donc des fullérènes à base de potassium, montrent en fait un effet supraconducteur à une température qui n'est pas trop mal, je dirais, à l'époque, 18 degrés Kelvin, 18 Kelvin. Alors, en modifiant finalement maintenant la taille des cations insérés, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire on va modifier finalement le recouvrement, et donc du fait qu'on modifie le recouvrement, la bande va devenir plus étroite, c'est-à-dire que je vais avoir plus d'états dans une bande plus étroite, j'augmente la densité d'états. Et ça, c'est toujours meilleur si je veux finalement aller vers des valeurs de température critique plus élevées. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de la température critique en fonction du paramètre de maille ici, qui augmente en fait quand on met des gros cations, tout simplement, avec des records, le composé où on insère 3 césium
eh bien, la température de supraconductivité de la transition se trouve à 38 Kelvin, sous pression, et dans des conditions de pression atmosphérique, ce composé CS2RB, eh bien, la température peut monter jusqu'à 33 Kelvin. Donc en fait, des composés d'insertion, oui, on peut insérer des alcalins, des alcalinotérieux, mais également on peut insérer dans ces interstices des molécules, juste deux exemples. Vous voyez, là c'est simplement un système de fullérides dans lequel vous avez inséré des diméthylaminoéthylènes, hein, des molécules qui sont assez conséquentes. Donc ça, ce sont des systèmes qui peuvent être synthétisés ou même voir d'autres types de fonctionnalités organiques. L'insertion, vous voyez, de groupements ferrocènes dans un solide dont l'essentiel de l'échafaudage est fait avec ces sphères de fullérène. Alors, ce fullérène, on va regarder un petit peu les propriétés, hein. En particulier, si vous utilisez finalement ces fullérènes et que vous les compressez à des très hautes pressions, à des températures raisonnables, eh bien, vous obtenez des propriétés mécaniques, vous voyez, de ces fullérites qui sont au-dessus de celles du diamant. Là, ce que vous voyez ici, c'est le module Young du diamant, qui est le matériau reconnu pour le matériau entre guillemets le plus dur. Et ici, vous avez la dureté. Hein. Quand vous pouvez en fait comprimer en fait ces composés à base de C60, vous obtenez un module Young et une dureté qui sont pratiquement plus élevés d'un facteur 2 par rapport. Et ce que vous voyez ici, c'est un indenteur en fullérite ultra dur, justement utilisé dans un duromètre Vickers. La seule chose, c'est que pour une exploitation réelle de ce genre de matériaux, vous voyez, travailler dans ces conditions-là, c'est intéressant au niveau d'un laboratoire, mais pour un développement réel, c'est quand même des températures qui sont un petit peu élevées. Alors, il y a des chimistes qui, en fait, ont trouvé une voie assez astucieuse, c'est-à-dire qu'à température ambiante, vous voyez, sous des pressions, je dirais, beaucoup plus faibles, en utilisant finalement, en comprimant finalement du C60, mais en présence de CS2, hein, eh bien, ils arrivent à retrouver des propriétés mécaniques qui sont au-dessus de celles du diamant, pas tout à fait égales à celles-ci, mais pas très loin, simplement parce qu'ils utilisent finalement le CS2 comme catalyseur. Donc dans une première étape, on a la formation de liaison CS, et puis en présence de lumière solaire, finalement, on forme des radicaux, et puis ces radicaux, finalement, permettent la polymérisation en fait, du C60 dans le fulléride. Et alors ça donne ceci, là ce sont des enclumes en diamant qui ont été simplement labourés par cette fullérite ultra dure. Donc vous voyez, il y a une très nette empreinte, ces matériaux-là sont bien plus durs que le diamant. Hein. Donc ça, ce serait éventuellement une des possibilités d'ouverture. Alors maintenant qu'on sait à la fois, j'irais modifier la surface, je dirais de ces composés, on sait créer ces fullérides avec des tas de possibilités d'insertion, eh bien il y a toute une école qui était plus une école, je dirais, de physico-chimistes, où les gens ont plutôt, je dirais, utilisé, je dirais, de la précipitation contrôlée ou incontrôlée. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, en fait, c'est typiquement de la précipitation qui est basée sur des différences de solubilité entre un bon solvant du fullérène, un aromatique très souvent, et puis un alcool, je dirais, un peu hydrophobe, qui en général constitue la partie antisolvant. Et en fait, c'est en jouant sur la différence de solubilité entre ces deux solvants, et c'est ça la force motrice qui crée finalement l'auto-assemblage et la cristallisation de fullérène, vous allez le voir, avec des formes assez étonnantes. Hein. Alors évidemment, ça c'est le principe de base, mais derrière ça, finalement, quand on regarde le travail un peu plus en détail, on s'aperçoit que finalement, le procédé est également très très important. C'est-à-dire les vitesses de mélange, les vitesses d'addition, etc., etc. Donc typiquement, ça c'est quelque chose qui devrait intéresser Marco. Donc voilà, par exemple, bon, on arrive à faire des hexagones, comme ça, ce sont des cristaux, hein, 5 microns, des tiges ou des sphères. Et là, il semblerait que par la méthode précipitation interfaciale liquide-liquide, hein, on trouve une relation finalement entre
la dimensionnalité du solvant et la dimensionnalité de l'assemblage. Globalement, on perd une unité à chaque fois. Solvant 3D, assemblage 2D, solvant 2D, assemblage 1D, solvant 1D, assemblage 0D. Hein. Donc en fait, vous trouvez dans la littérature un certain nombre d'études. Je pense que ce terrain est génial, mais il faut y mettre, je dirais, des méthodes d'analyse in situ pour la cristallisation, faire ces études de façon beaucoup plus fine, modéliser de façon un peu plus concrète que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Vous allez voir un petit peu le genre d'objet qu'on peut obtenir, mais c'est plus par, je dirais, ce qu'on appelle le know-how, je dirais, la connaissance du système, et puis beaucoup d'essais et d'erreurs, que ces systèmes-là ont été trouvés. Vous voyez, si on utilise par exemple des fullérenes dissous dans du toluène, et comme non solvant, on utilise l'alcool isopropylique, ou si on utilise le toluène avec l'alcool tertiobutylique, ou le chloroforme comme solvant, vous voyez, la croissance va se faire à cette interface. Et en fonction des couples solvants-non solvants, eh bien, pour les mêmes conditions de concentration, on va obtenir des morphologies qui vont être différentes. Vers la gauche, ici, on va obtenir des morphologies en fibres. Vers la droite, en prenant le couple CCl4 IPA, on va obtenir des plaquettes hexagonales. Et dans le cadre du benzène, eh bien, on va obtenir des polygones tout à fait réguliers, mais avec une différente forme, etc., etc. Donc à nouveau, les paramètres importants dans cette cristallisation, c'est la nature des solvants, la polarité de l'alcool, la température, le temps, les aspects d'incubation, la reprécipitation puis vieillissement, et j'insiste, les aspects procédés. Vous voyez, ça, ce sont des tiges qui sont obtenues par les mêmes méthodes. Hein, c'est vraiment une chimie des formes assez intéressante, simplement parce que l'on couple finalement cette méthode de précipitation avec des réactions de cycloaddition qui peuvent être initiées photochimiquement, hein, pour coupler finalement les fullérenes. Hein. On obtient ces tiges, en fait. Vous voyez, avec des tailles ici, la dimension ici, c'est la microscopie électronique, c'est micronique, et c'est parfaitement régulier, avec également des formes qui peuvent prendre des formes encore plus intéressantes, un petit peu en forme d'étoiles de mer. Ça, c'est des systèmes qu'on retrouve, par exemple, dans certains composés en biominéralisation. Et je pense qu'il y a des analogies également sur lesquelles on ne pense pas tout le temps. On est toujours à se dire, bon, tout ça, c'est des templates, il y a des templates avec des biomolécules, il y a ceci, il y a cela, mais il y a des phénomènes beaucoup plus simples qui sont encore aujourd'hui relativement mal compris. Vous voyez, bon, ça, ce sont d'autres matériaux qui sont faits, c'est toujours des fullérenes. Vous voyez les formes, à nouveau, en variant les conditions de procédé et les quantités de solvants. On obtient bien même des mini rouleaux à pâtisserie. Hein. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu la richesse, en fait, toute cette chimie des formes qui, aujourd'hui, à mon avis, elle donne des jolies photos, donc ça donne toujours des beaux articles, mais elle est encore très très mal comprise. Et là, je pense que pour les courageux, les jeunes qui sont dans la salle, je pense qu'il y a un domaine intéressant à vraiment à aller explorer, à développer. Et il y a des parallèles à faire entre ces chimies des formes et certains processus de biominéralisation. Bon, là, je passe. Vous voyez, ici, ce sont simplement la cristallisation à nouveau de fullérenes, mais on va se servir d'une molécule qui est le triméthylbenzène, qui a une très bonne affinité pi-pi avec le fullérène, et on va jouer, en fait, sur les processus que je viens de discuter juste avant, et puis sur ce type d'interaction, pour obtenir des nanofibres d'une très grande cristallinité. Hein, ce que vous voyez ici, là, ce sont les fagots de fibres. Là, c'est une fibre unique. Et là, c'est la microscopie électronique avec la diffraction électronique. C'est magnifiquement organisé, magnifiquement... Alors, je dirais qu'à nouveau, c'est un procédé, une caractérisation, entre les deux, le flou artistique. Donc, pour les jeunes, tout est à faire au niveau de la recherche. Alors, donc des systèmes qui sont un peu plus faciles à comprendre, où je vais avoir des parties hydrophiles, hydrophobes, un peu des pseudo-tensioactifs, avec, vous voyez, les extrémités ici, je vais mettre un fullérène, et donc je vais les associer pour faire en fait des cylindres. Et donc, dans cette partie-là, eh bien, je vais avoir un donneur de trous, et le fullérène est donneur d'électrons. Et donc, je vais les combiner pour faire, vous voyez, des ensembles où je vais avoir en fait des jonctions PN moléculaires. Et donc ça, c'est basé essentiellement sur des processus d'auto-assemblage, mais dans le cas présent,
c'est beaucoup plus facile à comprendre que dans les cas précédents, puisque là, on voit clairement les maillons hydrophiles, les interactions possibles entre les galettes, et puis la partie, les têtes, en fait, qui sont constituées de fullerène. Alors, les rendements, en fait, en conversion, vous voyez, pour ce genre de système, eh bien, c'est de l'ordre de 2%, ce qui est pas mal. On peut également guider, finalement, cette croissance par précipitation interfaciale en utilisant des gabarits physiques. Donc là, au moins, on canalise finalement la cristallisation. Alors comment faire? Eh bien, on va utiliser un système ici avec une membrane perforée de petits trous. C'est typiquement une membrane d'alumine. Hein, donc ça, les membranes d'alumine poreuses, c'est quelque chose que l'on sait très bien faire, même qu'elles sont commerciales. Et on va injecter le non-solvant à une certaine vitesse en présence du C60 en solution dans le toluène. Et on va obtenir finalement, là on va guider, on va obtenir ces cristallisations, mais on va obtenir des piliers, puisqu'on va orienter finalement la cristallisation grâce à ce gabarit qui est la membrane d'alumine poreuse. Hein. Alors voilà ce qu'on obtient, vous voyez, bon, donc c'est pas parfait, mais on obtient vraiment des croissances qui sont en fait dirigées et sous le contrôle, je dirais, physique de ce gabarit d'alumine. Alors on peut également, vous voyez, avec des fullerènes, couplés avec des polymères amphiphiles, obtenir ces réseaux en nid d'abeille. Et ça, c'est simplement basé sur une évaporation lente d'une solution à l'air, c'est important, de ce genre de composé. Donc vous avez finalement un polymère et puis la molécule de C60. Et ça, finalement, ça c'est très facile à comprendre, comment ça se fait. Ça, c'est typiquement une figure de respiration. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que vous avez un solvant là qui est CHCl3, qui est un solvant très volatile, donc ça s'évapore très facilement. Mais quand un solvant s'évapore, vous le savez tous, si vous touchez le fond d'un ballon, il y a du froid. C'est un phénomène qui refroidit. Et donc quand vous avez le solvant qui s'évapore sur la nappe, vous avez un fort refroidissement en fait sur la surface. Mais comme vous êtes à l'air, il y a l'eau. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait un brouillard. Mais elle fait un brouillard qui est relativement bien calibré. Vous avez des petites gouttelettes d'eau qui viennent rentrer en fait dans votre composite. Et ce que vous voyez là, le trou là, c'est les gouttelettes d'eau. Et comme elles sont relativement sphériques, eh bien ça fait les sphères, ça s'empile pas de façon aléatoire. Et il y a des centaines d'exemples dans la littérature avec des polymères ou même avec des matériaux sol-gel où on peut obtenir ce genre de structure, de microstructure basée sur un phénomène aussi simple. Hein. Ça, il faut garder toujours en tête que ce sont des phénomènes qui, ça, la nature, c'est quelque chose qu'elle peut faire assez facilement également. Donc, à nouveau, en fait, des composés évaporation lente, hein, avec des cristallisations. Là, on retrouve, vous voyez, ces structures en rose des sables. Ce n'est pas sans me rappeler certaines structures obtenues, en fait, par cristallisation de certains calculs, certaines lithiases, etc. On retrouve très souvent ce genre de motif. Et voilà, bon, ça c'est également quelque chose que j'ai trouvé créé en fait via ces réactions de précipitation. Là, j'ai aucune explication, mais j'ai trouvé que l'objet était suffisamment beau. Bon, la couleur, hein, ça a été colorisé évidemment, hein, pour vous le montrer. Hein, c'est typiquement, à nouveau, un ensemble à base de fullerène qui a été cristallisé en fait en contrôlant finalement les différences de solubilité entre le solvant et un non-solvant, ou un mauvais solvant, je dirais. Alors, d'autres assemblages que l'on peut faire, bon là, ça devient quelque chose beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à expliquer. Si je fonctionnalise mon fullerène avec, vous voyez, réaction de Prato, puis un groupement aromatique, et que je prends sur ces chaînes-là des groupements très longs, eh bien, je vais me mettre dans des... Ça ne va pas peser très lourd. Et donc, globalement, je vais avoir un disque avec des possibilités, en fait, de formation de cristaux liquides. Et donc, je vais avoir des systèmes à base de cristaux liquides. Ça, ce que vous voyez ici, c'est un cliché en lumière polarisée, où on voit justement ces figures qui sont typiques des cristaux liquides. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est la réflectivité en fonction du vecteur d'onde. Et à nouveau, vous voyez que cette structure est très, très bien organisée. Hein. Donc ça, ce sont des choses qui sont faites parce que finalement, la chimie à ce niveau-là, elle est très bien comprise. La physico-chimie sur ces entités-là, il n'y a rien de nouveau. Et quand on couple l'ensemble, je pense qu'on est à peu près sûr du résultat. Alors, les couplages, en fait, entre justement
un transporteur d'électrons, qui est le fullerène, et un transporteur de trous qui peut être finalement un système à base de polythiophène, c'est assez classique, hein, ont été énormément étudiés parce qu'il y a eu toute une recherche qui s'est orientée vers ce qu'on appelle le photovoltaïque organique. Donc il y a eu énormément, il y a eu 10 ans de labeur, 10 ans de travail, très intense. Alors les gens sont partis de tout petits rendements, je dirais des fractions de pourcents, quoi. Aujourd'hui les rendements sont meilleurs, mais justement en utilisant ces matériaux taillés un petit peu sur mesure, hein. Alors le but c'était de réaliser des jonctions PN à l'échelle moléculaire, justement en associant, souvent c'était polythiophène ou pédote, à par exemple un donneur d'électrons qui peut être le fullerène. Donc il y a eu énormément de travail de fait pendant une dizaine d'années avec des rendements au départ qui étaient assez faibles. Alors où on en est aujourd'hui, bon, le photovoltaïque organique, ça veut dire que c'est aussi du photovoltaïque flexible, hein. Il y a eu de très gros progrès en 10 ans. Les rendements de cellules solaires organiques peuvent atteindre 10% aujourd'hui, sauf que il y a toujours des problèmes dans le processus de séparation de charge. Il y a des stabilités dans les conditions d'usage qui ne sont pas évidentes, parce que l'organique, c'est quand même fragile. Et puis, il y a l'arrivée toujours des compétiteurs, hein. Il y a eu l'arrivée du graphène, il y a l'arrivée des perovskites hybrides, pour lesquels le rendement est de l'ordre de 22% en quelques années. Donc là, vous avez vu l'ensemble de la recherche qui s'est complètement déplacée du photovoltaïque organique, qui a permis de faire énormément de progrès en sciences fondamentales, et il fallait le faire. Mais à partir du moment où la recherche, en ce moment, elle est beaucoup plus ciblée, en fait, où finalement les agences de paiement éclairent les lampadaires dans lesquels tous les moustiques tournent autour, finalement, tous les espaces noirs sont beaucoup moins explorés, mais peut-être que dans le noir, il y a des choses encore plus intéressantes. Mais il n'empêche que c'est un petit peu ce qui se passe dans beaucoup de domaines aujourd'hui. Alors, coupler finalement des fullerènes à la chimie douce, à des matériaux hybrides, bon, bah, ça peut se faire assez facilement. Je vous rappelle que la chimie douce, c'est basé sur réaction de polycondensation à partir de précurseurs moléculaires. On rajoute de l'eau. Ça, c'est un précurseur réactif pour faire des réactions de polycondensation. Sauf que ce précurseur ici, eh ben, je peux le modifier avec à peu près n'importe quel type de fonction. Et puis, je peux m'amuser. Ça se fait assez facilement, vous voyez. C'est une réaction de Prato. Après, je fais un couplage pour avoir cette entité-là qui, finalement, représente 3 des sommets que vous voyez ici. Et donc ça, si je le polycondense, eh bien, ça va donner, vous voyez, ceci, et puis cela. Et donc, à cette étape-là, je vais obtenir des oligomères où ces petites boules oranges que vous voyez vont être finalement des fullerènes. Et je vais pouvoir en mettre un grand nombre, et ce polymère de silice va m'assurer finalement la cohésion du matériau. À cette étape-là, eh bien, j'obtiens des petits oligomères dispersés, ce qui veut dire que si je trempe quelque chose dans ce bain réactionnel, eh bien, je vais pouvoir faire des films, vous voyez, par trempage ou en mettant une goutte sur une platine qui tourne. Donc ça me permet de faire des films contenant du fullerène. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bien, le fullerène, hein, c'est un matériau qui est intéressant pour ses propriétés optiques non linéaires. En fait, c'est ce qu'on appelle un absorbeur saturable inverse. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez un faisceau lumineux sur le fullerène, à partir d'une certaine énergie, vous commencez à peupler des états excités à partir desquels l'absorption est encore plus forte. Donc c'est un système qui va saturer. Et donc ça veut dire qu'en présence d'une énergie lumineuse intense, eh bien ça fait un espèce d'écran. Ça fait une coupure. Donc ça, c'est utilisé pour protéger des dispositifs, pour protéger l'œil, etc. Donc il y a eu pas mal de développements qui ont été faits. Vous voyez, donc, bon, là, ce sont des jumelles avec ce type de protection optique. Ici, ça, c'est le verre non protégé, et ça, c'est le verre recouvert de fullerène. Donc c'est ce qu'on appelle des obturateurs optiques, hein. Donc ça, il y a pas mal de développements à la fois du côté, je dirais, civil, mais également du côté militaire, bien entendu. Ça paraît assez évident. Alors, un autre couplage de ces fullerènes avec la chimie douce, un tout petit peu plus compliqué au niveau de la chimie, c'est de se dire, bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une grande famille de scientifiques qui travaillent sur les mésoporeux, c'est-à-dire savoir créer en fait, des architectures poreuses, parfaitement contrôlées, en polymérisant de la silice, en présence de savons, en présence de tensioactifs, qui forment des micelles, et je polymérise autour des micelles, et ça marche bien.
Sauf que le fullerène, eh ben, il faut quand même le travailler un petit peu. Donc première étape, je fais une addition de 6 fois une addition du type Diels-Alder, 4 plus 2, avec ces deux doubles liaisons. Donc j'ai 6 fois ce motif autour. Et ensuite, je fais la fameuse réaction de Bingle dont je vous parlais, ici avec ce site carboné qui est générateur de carbanions en présence d'une base encombrée, et je le couple. Mais je choisis, vous voyez, une fonction où j'ai déjà ce qu'il me faut, c'est-à-dire des groupements silylés qui vont pouvoir me faire de la silice ou des silanes par polymérisation dans l'eau. Hein. Donc en fait, j'obtiens ça, c'est-à-dire un fullerène avec 6 ensembles de fonctions de ce type. Donc en tout 12 fonctions organosilanes au total. Hein. Alors ce que je peux faire avec ça, ben, c'est de la polycondensation en présence de gabarit. Hein. Juste un rappel pour ceux qui ne savent pas. En gros, si j'utilise en fait des précurseurs qui me permettent de polymériser de la silice et que je le fais en présence d'un savon à tensioactif, qui peut être une molécule comme un savon ou ça peut être quelque chose de plus gros, un copolymère avec un bloc qui aime l'eau, un bloc qui n'aime pas l'eau, eh bien je vais former des micelles dont en fait les parties polaires vont se retrouver plutôt vers l'extérieur et ces objets-là vont s'accrocher sur l'extérieur et vont condenser. Et je vais en fait décorer, vous voyez, ces objets bleus, ça va finir par me faire une matrice, un film dont la composition va être la composition que j'aurais mis au départ. Et ici, dans les trous, en fait, j'ai les micelles. Et ça, c'est du savon que je peux laver ou éliminer par un traitement thermique. Et donc, je vais obtenir eh bien, des systèmes avec des porosités parfaitement calibrées, des fonctionnalités que j'aurais choisies au départ, et puis également, en fait, des trous réguliers. Et la taille de ces trous-là eh bien, va être en accord avec la taille des micelles que je vais former. Et ça va dépendre du choix du tensioactif. Aujourd'hui, ce que l'on sait à peu près faire correctement, c'est des tailles de trous qui vont de 2 nanomètres, donc 20 angstroms, tout petit, à 20 nanomètres. Hein, c'est typiquement ce qu'on sait faire. Et on obtient, vous voyez, des systèmes de trous parfaitement organisés, soit sous forme de poudre, soit sous forme de monolithes, soit sous forme de films également. Donc ça, c'est la stratégie globale, sauf qu'ici, eh ben, on va mettre un fullerène. Alors voilà, donc on a ces objets-là. Et donc, j'ai fait un raccourci. En fait, finalement, ces objets-là, chacune de ces fonctions, c'est ça. Il y a les parties jaunes. Eh ben, chaque boule ne représente pas un fullerène. Hein. Ça représente juste la partie carbonée. Hein. Le fullerène, il serait là, vous voyez, ici, là. Hein. Et donc, ces parties silylées, eh ben, elles vont pouvoir condenser. Et si je condense ça en présence d'un polymère amphiphiles, d'un tensioactif, bon, c'est un système à base de polyoxyde d'éthylène, plus ou moins méthylé, et donc ça permet de créer un caractère amphiphile, eh bien je vais pouvoir faire quoi? Je vais pouvoir faire, vous voyez, des systèmes mésoporeux à base de fullerène, très joliment organisés. Ça c'est la microscopie électronique en transmission. La taille des pores, c'est de l'ordre de 7 nanomètres, avec des surfaces de l'ordre de 500 m² par gramme, donc des grandes surfaces, puisque j'ai des petits trous, c'est assez normal. Ce que vous voyez ici, c'est le volume absorbé en fonction de la pression relative, et donc ça correspond bien à une courbe typique d'une structure mésoporeuse. Et au niveau, par exemple, des constantes diélectriques, eh bien, le fait que je fais des trous, eh bien, ça me permet de moduler en fait la constante diélectrique du fullerène, qui est aux alentours de 4, et alors que lorsque je fais finalement ce film poreux, eh bien, je peux descendre, vous voyez, d'un facteur de 25% à peu près, la valeur de la constante diélectrique. Hein. Donc ce sont des films à la fois poreux, de faible constante diélectrique, et puis qui ont une mobilité électronique qui n'est pas extraordinaire, mais pas nulle. Alors les hétérofullérènes, pour aller un petit peu plus loin, eh bien, on peut faire des hétérofullérènes en greffant, vous voyez, des halogènes comme du chlore, ou en insérant finalement dans la structure du fullérène du bore, ou même du bore et de l'azote. Hein, donc ça, ce sont ou faire des fullérènes complètement à base de bore, par exemple. Ça, c'est un fullérène dont la structure, c'est un B40, hein, donc il y a 40 atomes de bore qui sont associés les uns aux autres. Comment il est synthétisé? Au jour d'aujourd'hui, en fait, il a été fait en irradiant à l'aide d'un laser une cible de bore. Donc les clusters ensuite ont été séparés et analysés par spectro de masse, et les clusters individuellement ont ensuite été analysés par spectroscopie électronique.
Et à partir de ces données et de la modélisation, voilà la structure qui est proposée. Donc c'est un matériau qui est assez intéressant, qu'on ne peut pas faire au gramme, mais je vous rappelle que les premières manips des C60 également, c'était des manips qui étaient faites sur des composés qu'on avait simplement analysés dans un spectro de masse. Donc il y a peut-être des ouvertures du côté du bord à trouver dans ce genre d'exemple. Alors, des analogues de fullerène, eh bien, c'est ce qu'on appelle les nano-oignons, les oignons carbonés. Alors, on peut, par exemple, en partant de nanodiamants, c'est ce qu'on a vu dans le dernier cours, vous voyez, un premier traitement thermique de graphitisation pour faire un composite nanodiamant, puis un second traitement thermique pour obtenir justement des nano-oignons avec des surfaces spécifiques relativement élevées. Hein. Donc ça, c'est typiquement une synthèse justement de ces nano-oignons que l'on peut observer avec un plus gros grossissement ici, par microscopie électronique. Ça correspond plus, vous voyez, ou bien à des systèmes qui sont... en fait, c'est des sphères de fullerène concentriques les unes dans les autres. Donc ça peut se faire avec du carbone. Eh bien, les nano-oignons, ça se développe énormément également à base d'autres composés. En général, des composés qui donnent facilement des composés lamellaires. Bah, le graphite, le fullerène, il y a forcément des corrélations dans tous ces systèmes-là. Pour un chimiste, ça paraît assez évident. MOS2, WS2. Donc ça, ce sont des composés qui sont intéressants pour leurs propriétés lubrifiantes en particulier, ou également, j'ai lu un certain nombre de travaux récents où on utilise ces systèmes-là pour faire de la catalyse. Alors pour terminer, vous voyez, les fullerènes, c'est une chimie très riche, à la fois chimie organique de surface, les possibilités d'insertion, le couplage de fullerène sur des surfaces, ces systèmes auto-assemblés, la richesse des fullérides, tout un domaine à explorer sur cette chimie des formes avec des structures parfaitement originales qui sont aujourd'hui faites de façon reproductible mais mal comprises au niveau des mécanismes, pour être très clair. Également des jeux, en fait, ça ce sont des fullerènes qui ont été insérés finalement dans des nanotubes, vous voyez. Ça c'est la microscopie électronique, toutes ces petites boules, ce sont des fullerènes. Et ça, ce que vous voyez, ce sont les parois des nanotubes. Hein. Donc ça, j'en parlerai au cours du prochain cours. Donc une chimie très très riche qui a été développée, je dirais, à partir des années 85, qui a eu un petit coup d'arrêt à l'arrivée des composés carbonés type nanotube ou graphène, pour lesquels les propriétés d'usage en particulier sont beaucoup plus évidentes. Donc au niveau des propriétés plus que des applications, eh bien, on peut énormément jouer avec les fullerènes, faire des cellules photovoltaïques, des dispositifs électrochimiques. On peut les rendre fluorescents, soit par couplage avec une molécule fluorescente, soit en modifiant finalement la structure du fullerène. On peut également obtenir des fullerènes qui émettent de la lumière. Donc ça peut être intéressant en imagerie. Évidemment, il y a des intérêts en propriétés catalytiques, en spintronique, etc. Mais pour l'instant, ça reste plus des propriétés à étudier au niveau plus académique que des propriétés qui vont donner clairement en fait des propriétés dans le monde appliqué. Hein. Peut-être que les fullérides ultra dures, vous voyez, les indenteurs, peut-être que là, moi personnellement, je verrais une fenêtre dans ce genre de recherche si on veut réfléchir un petit peu plus vers le monde appliqué. Également dans les composites à base d'électrodes, mais en fait, vous allez le voir dans les prochains cours, les nanotubes ou les graphènes ou les dérivés de graphène sont plus prometteurs d'une façon générale. Voilà, donc je vais arrêter là ma leçon en vous rappelant que le 24 février, eh bien, vous allez avoir un complément assez large sur toute cette chimie du carbone. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai été plus court que l'autre fois, ce qui est très bien. Merci.